Au sommaire de ce journal, cohésion sociale, le centre ESD, Centre d'éducation pour une société durable, a initié un dialogue institutionnel dans le cadre du projet Pacte. Autonomisation et lutte contre les violences basées sur le genre, l'ONG Femmes en Action, à la recherche de 337 millions de francs CFA. Et puis nous parlerons de la répartition des droits classiques du dernier trimestre 2023. Le Burida donne des précisions. Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa. Bienvenue. C'est l'heure des gains au bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Dès ce 15 mars, les bénéficiaires de la répartition classique peuvent passer à la caisse. La directrice de la répartition du Burida a annoncé le début des paiements des droits à l'issue de la collecte du dernier trimestre 2023 et par la même occasion donner des précisions sur le montant de la répartition trimestrielle, les modalités et les bénéficiaires des mois d'octobre, novembre et de décembre 2023. Je vous propose de suivre une séquence de cette intervention recueillie par nos reporters Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Nous allons mettre en répartition la somme de 359 119 321 francs CFA. 359 119 321 francs CFA qui seront mis en répartition. La part droit d'auteur, parce que nous répartissons aussi bien aux titulaires de droits d'auteur qu'aux titulaires de droits voisins. Évidemment, les titulaires de droits d'auteur sont les créateurs eux-mêmes et les titulaires de droits voisins, ce sont les auxiliaires de la création. Quand la ventilation se font sur les œuvres, comme je l'ai dit, en tenant compte des fréquences, ensuite, cette répartition va se faire sur les ayants droit. Et quand elle va aller sur les ayants droit, c'est-à-dire les titulaires de droit, les bénéficiaires de ces titres-là, elle va se faire sur la base des déclarations que eux-mêmes ont faites. Les bénéficiaires sont au nombre de 2987 personnes. 2987 personnes, dont 2377 hommes et 610 femmes. Les 2987 personnes qui sont les bénéficiaires totaux de ces répartitions, parmi eux, il y a 785 personnes qui bénéficient du SMIC. Je voudrais lancer un appel à nos sociétaires parce que quand nous finissons les répartitions, nous réalisons que beaucoup d'œuvres sont en attente de déclaration pour qu'ils puissent procéder aux déclarations. Maintenant, pour le reste, tout est en cours. Je parle de ceux qui ne payent pas encore les redevances. Le Centre d'éducation pour une société durable, dans le cadre du projet d'appui à la cohésion sociale, a mis en place en 2022 des comités citoyens pour la cohésion sociale en vue de créer des cadres d'échange. Une initiative soutenue par Open Society Initiative for West Africa qui permet d'une part aux populations des localités concernées de dialoguer sur les problèmes de façon institutionnelle et d'autre part de rechercher le consensus autour de solutions idoines. Sandrine Kwame, Doumbia Ayouba, commentaire Michel Brou. Au cours des 3 décennies, la Côte d'Ivoire a traversé de nombreuses crises socio-politiques qui ont fragilisé la paix et la cohésion sociale. Dans ce contexte de crise, les relations entre les populations ont été affectées, créant ainsi un climat de psychose et de méfiance. Le centre ESD a mis en place un dialogue institutionnel afin de contribuer au renforcement des capacités d'action de paix des communautés de base pour une cohésion sociale durable. L'idée ici, c'est de réunir toutes les populations dans leurs composantes dans un même cadre de dialogue afin de traiter en profondeur tous les problèmes, tous les conflits qu'ils traversent, mais aussi, comme je le disais, prévenir aussi d'autres conflits. On s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs crises qui sont succédées et c'était comme si c'était des conflits à répétition qui avaient plus ou moins les mêmes mécanismes de fonctionnement. Donc on a voulu aller en profondeur parce qu'on a tendance à croire que ce genre de conflits sont seulement des conflits politiques.
Mais on s'est rendu compte qu'au-delà du politique, il fallait creuser. Et les résultats nous montrent que la partie politique n'est que la partie visible de l'iceberg, mais qu'il y avait des problèmes beaucoup plus profonds entre les communautés. Nous avons mis en œuvre pour présenter le rapport de diagnostic des facteurs confligènes de ces 3 localités et aussi exposer notre méthode innovante que nous avons utilisée pour pouvoir relever tous ces facteurs de conflit. La période électorale est toujours une période vraiment assez sensible. Alors nous avons initié ce dialogue-là justement aussi en prévision de la période électorale de 2025. Le dialogue institutionnel a réuni les équipes de coordination des comités citoyens pour la cohésion sociale de Soubré, Sakassou et Bongwanou pour un échange avec les autorités nationales compétentes sur le rapport de diagnostic et d'autre part un partage d'expériences et bonnes pratiques sur l'approche de dialogue communautaire. Le message que je voudrais adresser donc aux populations, c'est de leur dire que nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes des Ivoiriens. C'est la même nation. Nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas de raison de nous battre, de nous affronter, de nous entretuer. Et on dit que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Le père fondateur dit que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Et quels que soient les problèmes, il faut qu'on se parle. Franchement, on se parle à cœur ouvert pour lever les équivoques afin de vivre ensemble. Après la crise post-électorale de 2010-2011, l'État a multiplié les efforts de paix et de réconciliation, notamment à travers la création de plusieurs structures telles que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et le Programme national pour la cohésion sociale. Abordons à présent une page de renforcement de capacité, une masterclass autour de l'ouvrage Histoire courte maritime et portuaire d'Afrique uniquement et un séminaire de réflexion sur la transition énergétique dans les ports d'Afrique subsaharienne. Voici comment a été meublée la journée des étudiants de l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Une masterclass et un séminaire organisés par le Centre de recherche maritime, portuaire et logistique Crempol de l'ARSTM. Le commentaire de Philippe Zabo. L'expertise du conférencier tourne autour des ports africains. Son second ouvrage intitulé « Histoire courte maritime et portuaire d'Afrique uniquement » est un condensé des données passées et actualisées des ports africains. C'est donc autour de ce dernier que la masterclass a tourné. Pour le conférencier, les ports africains offrent des opportunités à saisir. C'est un ouvrage sur le monde maritime et portuaire africain pour comprendre les défis, les enjeux et les perspectives de ce développement pour l'avenir de la socio-économie du continent africain. Et donc l'objectif est véritablement de faire prendre conscience des opportunités de développement. Donc on est dans une phase de transition où il ne faut surtout pas considérer la transition comme une sanction. Donc la transition énergétique, c'est une réalité, voulue notamment à l'échelle internationale, parce qu'on n'a qu'une planète. Et donc pour des pays en développement et en émergence comme la Côte d'Ivoire, il va falloir conjuguer les potentiels de croissance. Conjuguer le potentiel de croissance quand on trouve des nouveaux champs pétrolifères avec la capacité de produire de l'énergie verte, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, pour que justement, notamment au niveau de l'interface portuaire, la manutention des marchandises, l'accueil des navires de nouvelle génération se fasse avec des énergies renouvelables, des énergies vertes. En ce qui concerne le séminaire de réflexion, il faut retenir que parce que le transport maritime représente 70 à 80% des moyens d'échange commerciaux en Afrique, l'émission des gaz à effet de serre ne fait qu'augmenter dans ces ports, passant de 3 à 20% en 3 décennies. Il faut impérativement passer au port vert malgré les difficultés. Les ports ont commencé à réagir, mais le gros problème, c'est le financement. Parce que la transition énergétique a un coût très élevé. Pour les ports, ça induit beaucoup d'actions, d'investissements en matière d'infrastructure, en matière d'organisation et en matière d'équipement. Et les ports seuls ne peuvent pas faire face à ces énormes coûts-là. Donc, ce séminaire a permis de mettre en lumière ces difficultés, les défis qui se présentent au port et la nécessité d'impliquer les acteurs privés pour renforcer les moyens à mobiliser. Et surtout, il faut que derrière tout ça, il y ait une volonté politique d'appuyer les ports. Le séminaire sur la transition écologique des ports africains est le 3e en 2 ans.
Pour le Crème-Paul et l'Académie des maires, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui est d'actualité. Dans le monde maritime et portuaire, l'atmosphère se réchauffe partout dans le monde. On sent les effets. Comment le milieu maritime et portuaire peut apporter sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, on est en train de repenser un certain nombre d'éléments. Par exemple, les carburants qui alimentent les navires, même les bâtiments en milieu portuaire, tout est en train d'être revu dans l'idée de réduire autant que faire se peut les émissions de gaz à effet de serre. Une remise de certificats de participation et des ouvrages du Dr Yann Alix a mis fin à la cérémonie. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cette maxime, l'ONG Femmes en Action l'a si bien compris. Dans sa lutte contre les violences basées sur le genre, l'ONG s'est dotée d'un plan stratégique dénommé Plan stratégique 2024-2028 et d'un plan d'action 2024-2026 d'un coût global de 337 millions de francs CFA. Les deux plans ont été présentés au siège de l'Observatoire national de l'équité et du genre en présence de Issa Badini et Richard Akeke. Protection et promotion des droits de la femme et de l'enfant, promotion de l'éducation, de l'alphabétisation et de la formation, promotion de l'autonomisation de la femme et du leadership, et 4. Renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des femmes en action. Ce sont là les 4 axes du plan stratégique 2024-2028 de l'ONG Femmes en Action. Ici, au siège de l'Observatoire national de l'équité et du genre, il est question de présenter le plan qui comporte un plan d'action d'un coût de 337 millions de francs CFA à l'ensemble de la population et surtout aux partenaires financiers pour son exécution. Ce plan stratégique va donc comporter les forces et les faiblesses des femmes en action, les opportunités que nous avons de pouvoir mener des actions au niveau de l'organisation sur le plan local, régional et international. Ce plan stratégique aussi sera pour femmes en action de trouver des moyens de financement. À cette occasion, il a aussi été question du bilan des 1 an d'existence du centre d'accueil de victimes des VBG de l'ONG situé à Aboville. 25 visites et rencontres, 60 causeries individuelles et de proximité, 22 rencontres de couples et de familles et surtout 106 survivantes accueillies tout au long de l'année. Un bilan que loue celle dont le centre porte le nom. Je voudrais saluer vraiment avec déférence l'ONG Femmes en Action qui a réussi ce pari. C'est extraordinaire, 106 personnes prises en charge. 106 personnes survivantes de violences en tout genre, réarmées, réoutillées, réinsérées dans la société en 1 an. Le fait qui nous a marqué, ce sont ces survivantes-là qui sont elles-mêmes dans le sens, qui ont compris combien de fois nous nous battons et qui vont se permettre elles-mêmes un jour peut-être leur rendre visite à travers les petites actions qu'elles font parce que certaines vendent. On a aidé quand même certaines à se placer sur le marché. Femmes en Action a vu le jour en 2011. Quant au gâteau de l'anniversaire, Irad Bazalé a décidé de le couper à Aboville aux côtés des survivantes. Mais cela ne nous remplit pas d'un autosatisfait pour autant. Parce que c'est une réalité en Côte d'Ivoire et ce n'est pas toutes qui ont la chance de bénéficier d'un abri de cette qualité. Et c'est pour cela qu'il faudrait que ces abris se multiplient et qu'ils soient soutenus parce que les conséquences des violences perpétrées sur les personnes vulnérables sont trop graves. Femmes en Action a vu le jour en 2011. Quant au gâteau de l'anniversaire, Irad Bazalé a décidé de le couper à Aboville aux côtés des survivantes. Le mois de Ramadan, temps de générosité et de partage selon la religion musulmane. Une logique dans laquelle s'inscrivent le conseil municipal et le député de Treichville avec la remise d'importants dons de vivres et de non-vivres aux musulmans de la commune. Ces dons ont été remis par Ami Tunkara, député de la commune de Treichville, accompagné du premier adjoint au maire.
Des vivres et non-vivres pour la communauté musulmane de Treichville à l'occasion du mois béni de Ramadan 2024. Ces dons sont de la mairie de Treichville et de la députée de la commune. En tout, ce sont 3 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre, 120 cartons de lait et 1000 packs d'eau qui ont été remis ce jeudi 14 mars 2024 par Ami Tunkara et Aïssi Jérôme à l'imam Aruna Kone. Une preuve tangible de la proximité des autorités communales avec les différentes communautés religieuses. À l'instar des autres années, Mme Ami Tunkara, députée de Treichville et vice-présidente de l'Assemblée nationale, et le ministre François Albert Amicha et le conseil municipal ont toujours accompagné les religieux. Nous étions il n'y a pas longtemps avec les chrétiens, pour les jeunes chrétiens, et aujourd'hui nous avions promis venir ici pour soutenir nos frères musulmans. C'est la raison essentielle de notre venue ce matin pour dire à nos imams qui vont guider les fidèles qui ne sont pas seuls. Encore une fois, Dieu a permis que nos deux leaders puissent les accompagner comme ils l'ont fait antérieurement et chaque fois qu'ils pourront, ils feront. Au nom de la communauté musulmane, le président du COSIM de Treichville a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour ce geste qui vient soulager la communauté en ce mois de pénitence. Dans la société, les uns sont riches, les autres sont pauvres. Pour faire l'équilibre, c'est la générosité qui vient faire l'équilibre. Et donc quand on a compris cela, même le pauvre dans sa pauvreté vit dans la dignité. Et c'est ce que nos deux leaders viennent de manifester aujourd'hui. Nous remercions Dieu et nous leur en sommes reconnaissants et nous leur disons merci. Émus par ces dons, les imams de Treichville se sont engagés à continuer les prières pour le maire et son conseil, ainsi que pour la députée de la commune, mais aussi en faveur de la Côte d'Ivoire. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.